Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision panafricaniste qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Au cours de cette autre édition, nous nous interrogeons. Mali, le gouvernement rompt les accords de défense avec la France. Le silence des agneaux, c'est notre grande interrogation. D'ailleurs, Mesdames, Messieurs, je vous lis le communiqué numéro 029 du gouvernement de la transition du Mali. Eh bien, depuis un certain temps, c'est ce que nous dit d'ailleurs le communiqué, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France suite aux incidents suivants. A. L'attitude unilatérale du partenaire français qui a décidé le 3 et 7 juin 2021, sans consulter au préalable le Mali, de suspendre les coopérations et surtout les opérations conjointes avec les forces armées maliennes, les FAMA, et de mettre fin à l'opération Barkhane. En outre, le 17 février 2022, la France a annoncé encore, sans aucune consultation de la partie malienne, le retrait des forces Barkhane et Takuba. B. Eh bien, les multiples violations de l'espace aérien malien opérées par les aéronefs militaires français, malgré l'instauration d'une zone aérienne d'interdiction temporaire par les autorités maliennes, il faut le dire comme ça, maliennes. C. Il y a également la manœuvre dilatoire consistant pour la France a demandé une réunion d'experts pour la relecture du traité de défense au lieu d'envoyer ces amendements, et cela plus de 2 mois après l'envoi par le Mali de ces amendements. C'était en décembre 2021. Eu égard à ces insuffisances graves ainsi qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali, le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 2 points. 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014, conformément aux dispositions de son article 26 alinéa 4, ainsi libellé. Chaque partie peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet 6 mois après la réception de la notification par l'autre partie. 2. Avec effet immédiat, l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut des détachements non français de la force Takuba, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, dont les articles pertinents prévoit les modalités de dénonciation d'un accord lorsque celles-ci ne sont pas déterminées expressément par l'article 56 ou en cas de violation manifeste de l'accord par l'une des parties permettant à l'autre partie de dénoncer l'article 60. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme à ses partenaires sa disposition à coopérer avec l'ensemble des États du monde dans le respect mutuel. Que Dieu bénisse le Mali. C'est signé à Bamako le 2 mai 2022. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'ordre national. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Mali, le gouvernement rompt les accords de défense avec la France. Le silence des agneaux, c'est notre grande interrogation. Pour nous accompagner au cours de cette édition de Parole au panafricaniste, le docteur Yam Tiba. Docteur Yam Tiba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Très heureux de vous avoir sur notre plateau encore aujourd'hui. Vous êtes au courant justement de, on le dit comme ça, de la décision par les autorités maliennes de rompre, on le dit comme ça, les accords de défense avec la France. Oui, je suis parfaitement au courant, mais ce n'est pas une surprise particulière. C'est quelque chose qui était, prévisible. Oui. Depuis quelques mois, nous parlons, depuis l'année dernière, nous parlons de cette stratégie de l'escalade qui fait qu'à chaque fois, le gouvernement malien, l'État du Mali engrange une victoire, la consolide et essaie de passer à la prochaine étape. Jusqu'à preuve de contraire, pour bon nombre, on va le dire comme ça, précisément de la France, cette décision, on va le dire ainsi, choque énormément, on va le dire, le gouvernement français et sans oublier l'Europe tout entière. C'est normal, encore une fois, c'est normal qu'il soit choqué parce que, au fond, il n'a jamais été question pour la France d'aller aider le Mali en quoi que ce soit. La seule façon d'aider le Mali aurait été de ne pas saccager la Libye.
Or, en saccageant la Libye, la France et ses alliés européens, occidentaux, avaient délibérément décidé, c'est-à-dire que, en fait, l'ONU occidentale, parce que c'est apparemment leur organisation, on a vu comment l'ONU agit depuis quelque temps. Pour vous, l'ONU n'appartient pas aux autres nations en dehors de l'Occident. Je pense que si l'ONU appartenait à tous les peuples de la Terre, faire partir la Russie du Conseil des droits de l'homme ne serait même pas envisageable, parce qu'il y a quand même des États, sincèrement, dont on se demande s'ils sont gouvernés par des êtres humains sur cette planète. Par contre, là, nous constatons que l'ONU prend des positions très partisanes, des positions qui sont clairement arbitraires contre la Russie. On verra bien ce que cela produira dans l'avenir. Mais je dis, encore pour poursuivre ce que je disais, donc leur ONU a décidé de détruire, a donné son onction pour la destruction de la Libye. Or, tout le monde, tous les experts, tout le monde, tous ceux qui analysent les problèmes de sécurité en Afrique, savaient que la destruction de la Libye visait ou aurait au moins aurait pour conséquence la déstabilisation du Sahel. Nous en sommes là aujourd'hui. Donc, en fait, il y a, et ne l'oubliez pas, la stratégie du chaos du capitalisme international vise toujours à s'assurer que les dirigeants des États qui sont pillés ne connaissent jamais, n'aient jamais pour cet atout majeur de développement des pays qu'on appelle la paix. Oui. Et tant qu'il n'y a pas de paix, tant qu'il y a du chaos, tant qu'il y a du désordre, ça leur permet de piller de manière, si vous voulez, sans conséquence, de piller sans conséquence les pays dans lesquels ce chaos règne. Et donc, la France, dans son cas particulier, mais pourquoi elle serait courroucée? Elle est absolument courroucée parce que la stratégie de l'escalade commence à faire ses preuves. Et là, le monde entier découvre que la France ne sait même pas lire les contrats qu'il signe. C'est quand même scandaleux que la France n'ait pas lu les contrats et n'ait pas vu quelles sont les clauses de ces contrats et que le gouvernement malien se retrouve à lui rappeler qu'il y avait telle disposition qui n'ont pas été respectées. Et en conséquence de quoi le gouvernement prend les décisions qu'il prend aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est que la France, en perdant pied au Mali, perd le contrôle d'un certain nombre de ressources. Je vais vous prendre un exemple. L'année dernière, le Mali a produit 64 tonnes d'or. 64 tonnes d'or au cours d'aujourd'hui, 58 000, 59 000 euros le kilo. Ça représente pas loin de 5 milliards d'euros de recettes à l'exportation. Donc, si le Mali avait exporté 5 milliards d'euros, avait exporté les 64 tonnes et que c'est l'État qui les avait exportés, eh bien, cela aurait généré 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, tout de suite, 2 milliards et demi seraient tombés dans le compte des opérations. 2 milliards et demi d'euros, c'est beaucoup. Je crois que c'est le quart du déficit de la sécurité sociale en France. C'est énormément d'argent. Et sans compter qu'il y aurait eu des taxes de ceci, la couverture de tels risques, machin, au fond, le Mali n'aurait touché qu'autour de 1 milliard et demi d'euros de cet argent-là. Donc la France aurait engrangé directement dans son trésor au minimum 3 milliards et demi d'euros. C'est énorme. Nous parlons là de sommes folles. Et le budget du Mali en 2022 n'est qu'un peu moins de 2500 milliards de francs CFA. Donc l'exportation de l'or seulement aurait couvert le budget du Mali et lui aurait donné des ressources pour la prochaine année. Je n'ai pas parlé du coton, je n'ai pas parlé de la cassiterie, je n'ai pas parlé des hydrocarbures qu'on a découverts. Je n'ai surtout pas pensé à l'hydrogène pur, à 98%, dont le Mali regorge de l'un des plus grands gisements au monde. Oui. Je n'ai pas parlé de ça, je n'ai parlé que de l'or. Cela veut dire que le fond du problème, ce courroux de la France et de ses alliés qui pillent l'Afrique depuis 6 siècles aujourd'hui, viennent de ce qu'ils sont en train de perdre pied sur les ressources de l'Afrique. Et n'oubliez pas, l'Afrique, ça représente le tiers des exportations mondiales en 2021, lesquelles se chiffrent à 90 milliards de tonnes. L'Afrique, elle seule a fourni 30 milliards de tonnes. Malgré tout cela, le continent est le plus pauvre du monde avec 3,4% du PIB mondial, là où il devrait avoir au moins 20% du PIB mondial, faisant de lui, s'il était un État, le pays le plus riche du monde. Parce que les États-Unis, la Chine, ça tourne autour de 10%. Donc, cela veut dire que
le courroux de ces gens, ne le voyez pas dans les histoires qu'ils mettent en avant en disant « oui, le gouvernement du Mali est légitime, oui… » Non, c'est pas ça le fond du problème. Ça, c'est le jeu des acteurs. Les enjeux derrière sont des enjeux économiques. Et ils sont d'autant plus courroucés qu'ils imaginent que la présence russe dans ce pays est motivée par de la même manière que la leur. Les Russes ne sont pas arrivés dans ces pays en conquérant. Les Russes sont arrivés dans ces pays en invités, à qui on a déroulé le tapis rouge. Personne n'a jamais déroulé le tapis rouge à la France ou à l'Europe dans cette partie du monde. Personne, nulle part, jamais. Et donc, les histoires qu'ils mettent derrière, Wagner a dit ceci, moi, je ne sais pas de quel Wagner il parle, les Maliens vous disent que c'est des conseillers militaires russes, donc de l'État russe, des militaires russes qui sont là-bas. Et du coup, vous êtes dans une situation où, en fait, vous avez simplement un enfant à qui vous avez retiré son bol de riz et qui se plaint parce qu'il a faim. Mais il a faim alors qu'il a gaspillé tellement de nourriture avant et aujourd'hui, il se retrouve là à crier qu'il a faim parce qu'on lui a enlevé le tout petit bol qu'il avait. Je crois qu'en fait, ce courroux de l'euro, il faut qu'on le comprenne bien parce que si on tient compte de la triptyque de la souveraineté des États, à savoir la monnaie, la justice et l'armée, eh bien, ce qui se passe, c'est que tous les autres éléments sont désormais fermement contrôlés par le gouvernement malien en place. Il reste le dernier élément, la monnaie. Et là, la France se réveille et se dit, c'est grave, ces gars, ils vont clairement passer à la création d'une monnaie, ou tout au moins, ils vont sortir du franc CFA. Parce que le Mali peut décider de ne pas forcément créer une monnaie et s'allier pour utiliser la monnaie de l'Algérie. Ou ils peuvent décider d'utiliser le rouble, c'est même pas interdit. Ils peuvent, comme la Centrafrique, décider qu'ils utilisent le bitcoin et on en connaît les conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les exportations du Mali payées en bitcoin assurera au Mali le contrôle de la totalité de ses revenus parce que le compte des opérations du Trésor français n'est pas habilité dans le cadre des accords à recevoir du bitcoin. Donc, il y a là forcément une situation qui fait quand même trembler parce que la France ne paye pas le Mali quand elle importe quoi que ce soit au Mali. Elle écrit dans un cahier, ou enfin dans un registre qui peut donc être virtuel ou physique, Mali, une tonne d'or, et met le prix à côté, c'est tout. Jusqu'à preuve le contraire, est-ce que le Mali s'en sortira malgré que son partenaire historique qui était la France se sépare, ou alors elle se sépare justement de ce partenaire historique qu'est la France? Écoutez, vous me posez une question que l'on se posait à l'université de Chicago dans les années 1959, 1960 et pratiquement vers la fin des années 60. Oui. Le Cuba s'en sortira-t-il? Cuba est toujours là. Cuba n'a pas disparu de la surface de la Terre. Et il me semble que la qualité de vie à Cuba n'est pas comparable à la qualité de vie de manière générale, la moyenne générale, aux États-Unis, par exemple. Donc, je ne crois pas, je crois que cette question, elle est bienvenue, mais la réponse peut être fournie par l'histoire. Oui. L'histoire nous enseigne que les peuples, très souvent, pour décoller, se sont fermés aux influences extérieures. Le Japon, à l'ère Meiji, la Chine, du temps de Mao, même la Russie, après la révolution bolchevique en 1917. On a vu même les États-Unis se fermer en 1776, après s'être affranchis de l'Angleterre. En fait, c'est un phénomène récurrent qui permet au peuple de retomber sur ce que Sergei Lavrov appelait l'ADN de leur civilisation. Et j'ai eu la chance d'écouter un membre du CNT, M. Sidik Fomba, qui nous indiquait que clairement les prochaines étapes, ça va être le rejet du français, la sortie de la francophonie et la création d'une monnaie. Eh bien, nous savons donc aujourd'hui que le Mali a désormais une perspective claire de son avenir. Et je crois que si nous nous fondons sur l'histoire glorieuse du Mali et de toute l'Afrique, il n'y a aucune raison de craindre si les Africains se détachent de l'Europe technique. L'Europe technique, c'est l'Europe, le continent en soi, mais c'est également le Canada, les États-Unis, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tout ça, c'est l'Europe parce que c'est contrôlé par les Européens. Et donc,
ne vous inquiétez pas. Je vous emprunte votre expression. Ne vous inquiétez pas, le Mali survivra. Et le Mali est très riche. S'il suffit que le Mali vende son or pour avoir l'équivalent de 5 milliards d'euros, imaginez le Mali bien organisé, bien structuré. Et attention, les ressources humaines maliennes sont exceptionnellement, sont d'une qualité exceptionnelle et elles sont très nombreuses et très variées. Donc, il ne faut pas imaginer que le Mali échouera. Il faut clairement vous dire que cette option que le Mali a décidé de prendre, c'est une option de succès, comptant sur ses ressources humaines et comptant sur ses ressources naturelles. Parce que l'économie, c'est 3 choses. C'est les ressources naturelles, le Mali en est vraiment abondamment pourvu. Oui. Les ressources humaines, c'est exactement la même chose. Et la seule chose que nous, les êtres humains, apportons à l'économie, c'est le capital. Capital, le Mali peut le générer avec ses ressources humaines et ses ressources naturelles. Donc, c'est un pays en réalité qui contrôle, si vous voulez, les fondements de l'économie et qui est capable de se projeter très loin et apporter à l'humanité ce que ses ancêtres ont apporté à l'humanité, c'est-à-dire des lumières de la science et un certain mode de vie. Je crois qu'il faut pouvoir restaurer rapidement pour que l'Afrique retrouve sa dignité. Dans le communiqué de rupture, on va le dire comme ça, des accords de défense avec la France, d'ailleurs, le Mali note que, le Mali en tout cas parle des multiples violations de l'espace aérien malien opéré par des aéronefs militaires français, malgré l'instauration d'une zone aérienne d'interdiction temporaire par les autorités militaires maliennes. Est-ce à dire tout simplement que la France se croyait tout simplement chez elle et faisait ce qu'elle voulait? Elle se croit encore chez elle. Le problème, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle n'a pas lu c'est quand même bizarre. On le dirait d'un individu, il n'a pas lu. Mais dire quand même cela d'un État, c'est curieux. Peut-être parce qu'il ne s'était pas préparé un jour que les Africains se lèveraient pour dire « nous n'en voulons plus ». Ça, c'est l'une des raisons, et c'est pour ça que la France est habituée à réagir par la violence, par la brutalité. Et je crois qu'elle a dû se dire ce qu'elle s'est toujours dite, c'est l'Afrique. Je me souviens de cette boutade de Pierre Messmer, Pierre Messmer, qui était un ancien commissaire ici, un ancien premier ministre français, qui est l'un des bourreaux, l'un des génocidaires du Cameroun, et qui disait « c'est l'Afrique ». Et Mokoko Priso disait, en réalité, pour ces gens-là, tuer, massacrer au napalm des Africains, des Camerounais, c'est une tornade dans un verre d'eau. La vérité est que la France estime que il lui suffit, continue d'ailleurs d'estimer, c'est regrettable que ce soit ainsi, continuer à traiter l'État malien d'État voyou, le gouvernement d'illégitime, d'illégal, etc., et toutes sortes de noms d'oiseaux dont ils ont le secret, au lieu de lire les contrats, les conventions signées avec l'État du Mali, avec ce gouvernement. C'est quand même curieux. Ils ont pensé qu'ils ont un droit supérieur, et vous voyez qu'ils se fondent sur un certain imbroglio juridique actuellement au Mali. C'est que, et M. Fomba Sidik indiquait que même la MINUSMA, ils vont s'en débarrasser, parce que là, ils veulent que la MINUSMA s'en aille, c'est que légalement, la MINUSMA est censée être protégée par Barkhane. C'est quand même une chose curieuse, comment une force armée doit être protégée par une autre force armée. Donc c'est une chose bizarre, mais c'est des artifices pour pérenniser et consolider la présence française là-bas. Vous avez vu qu'après le coup qu'ils ont fait à Gossi, et je crois que l'État du Mali a annoncé clairement dans le même communiqué, où j'imagine qu'ils vont faire, ou c'est toujours monsieur le CNT qui le disait, ils vont faire des contrôles tout autour de toutes les bases qui sont rétrocédées progressivement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres charniers. Donc, vous avez vu comment la France a été prompte à aller présenter une résolution demandant qu'il y ait constitution d'un comité international d'enquête qui serait protégé naturellement par Barkhane, sécurisé par Barkhane. Donc, en fait, ils ne veulent pas partir. Et dans leur esprit, le Mali, aucun pays africain n'est capable de leur résister militairement. En fait, c'est ça qu'ils pensent. Ils ont la tête dans le sable ivoirien, où ils ont détruit une armée en quelques jours, et ils ne s'imaginent même pas que le temps s'est écoulé. Ils ne se rendent pas compte que en 2010, les figures qui dirigent le Mali étaient de jeunes officiers. Peut-être certains n'étaient même peut-être pas encore dans l'armée, mais c'était peut-être probablement de jeunes officiers. Et
évidemment, le monde a changé. Mais ils ne se rendent pas compte que le monde a changé. Ils ont la tête dans le sable ivoirien de 2010, mais pire encore dans la boue de la période coloniale dans les années 40-50, et ne voient pas qu'ils ont en face d'eux des gens qui ne comptent pas premièrement sur les canons pour se libérer, mais sur ceci. Parce que l'Africain, c'est d'abord ça. Et cette intelligence de situation et cette capacité de projection des nouvelles générations africaines sont telles qu'il faudra que l'Occident se muscle intellectuellement de manière très sérieuse, parce que les Africains ne les laisseront pas passer. Et pendant qu'ils seront en train de bavarder, un peu comme ils bavardent là, ouais, le Mali fait ceci, il faut un comité de relecture des accords, le dilatoire permanent. Donc, vous avez des accords devant vous, il y a des dispositions claires, vous voulez un comité d'experts pour la relecture. Qui vous a dit qui va payer ces gens-là? Et vous avez l'impression que l'on a le temps d'aller écouter des experts qui ne savent même pas de quoi on parle. Vous croyez vraiment que les experts seront mieux outillés pour discuter de ces accords que les gens comme Assimi Goïta qui avait été sur le terrain et qui connaît très bien le terrain, ou comme le colonel Maïga qui sont des hommes de terrain et connaissent très bien, mieux que tout le monde, la problématique de la sécurité au Mali? Vous nous apportez des experts qui vont sortir de nulle part et qui vont faire exactement ce que les experts savent faire en Afrique, comme par exemple nous donner des constitutions médiocres et totalement inadaptées. Je pense que le Mali, après sa décision, le Mali a décidé de ne pas répondre, de ne plus donner de suite à cette coopération, et il y a des dispositions pertinentes de ces accords qui leur permettent de dénoncer tout cela. Du coup, survoler l'espace malien, c'est enfreindre les règles. Et c'était dans les accords. Alors, donc, c'est dans les accords de défense, vous faites exactement le contraire. Si vous faites exactement le contraire, c'est une déclaration de guerre. Et comment est-ce que vous déclarez la guerre à quelqu'un alors qu'il a des accords de défense avec vous? Ça veut dire que vous avez, les juristes appellent ça par l'objet. C'est-à-dire que du fait de l'acte que vous posez, vous avez dénoncé un accord. Ce n'est pas, c'est ça qu'ils appellent ça. Donc, du coup, vous avez dénoncé objectivement cet accord, factuellement cet accord, et l'État du Mali est obligé de dire, d'exprimer clairement cette dénonciation et de pouvoir vous rappeler que ça ne se passe pas comme ça. Je peux vous l'assurer, il ne va pas tarder que vous voyez les systèmes S-300, S-400 russes déployés au Mali. Parce que le Mali a bien l'intention de protéger son territoire. Exactement. Et l'esprit du communiqué, particulièrement cette partie-là, c'est de dire que le Mali ne permettra plus que son espace soit violé. Aujourd'hui, le Mali a les moyens. Vous avez vu la livraison des derniers radars. C'est pour ça que le Mali peut savoir aujourd'hui si un drone a survolé son État, si son territoire, si un avion est passé, si les avions français qui jouent, les avions militaires français qui jouent à utiliser les couloirs civils, alors qu'il est strictement interdit dans l'aviation militaire, par les conventions de l'IATA, que les couloirs civils soient utilisés par des avions militaires. Pour une raison toute simple, c'est que les avions militaires, et si ces avions-là se chevauchaient dans les mêmes couloirs, les incidents seraient graves. Les avions civils transportent généralement des dizaines ou des centaines de passagers. Et donc, ça conduirait à des catastrophes qui pourraient endeuiller des pays entiers. Donc, survoler l'espace malien, c'est extrêmement grave. C'est quelque chose qui ne se fait, aucun pays n'accepte, ne tolère ce genre de choses. Et le Mali est équipé aujourd'hui avec des systèmes radars qui lui permettent de détecter tout ce qui est entré dans sur son territoire, qui survole son espace aérien. Je pense que la France devrait prendre acte du fait que c'est terminé l'Afrique, pire la Centrafrique, la France-Afrique, et que nous arrivons à une ère où les États africains vont lui tourner le dos. Mais si elle veut continuer à bénéficier d'un minimum en Afrique, parce que nous parlons le français, parce que beaucoup parmi nous ont épousé des Français, parce que certains de nos frères habitent en France, habitent la France, parce que il est dans la nature de l'Africain d'être hospitalier, d'être compréhensif, il est temps d'arrêter ce petit jeu malsain qui, de plus en plus, amène les Africains à prendre des décisions fortes, comme celle que l'État du Mali vient de prendre. Une question taraude quand même les esprits sur le continent africain depuis le 2 mai dernier, date la décision justement de rupture des accords de défense avec la France. Les Africains se posent cette question. Qu'attendent les autres États d'Afrique francophone pour rompre justement leur relation, on le dit comme ça, avec la France?
il y a beaucoup de pesanteurs et il y a beaucoup de facteurs qui bloquent un certain nombre d'États. Mais sincèrement, il faut observer que quelques-uns ont pris les devants. Et les actes posés par un certain nombre d'États sont révélateurs de la disposition de ces États à se libérer définitivement. La Centrafrique vient de poser l'un des actes les plus fabuleux qu'on aurait pu attendre d'un État dans la situation de la Centrafrique. Grâce à cela, elle règle deux problèmes. D'abord, elle s'émancipe de la tutelle française sur le plan monétaire. Deux, désormais, dès que le gouvernement va exiger à être payé, d'être payé en bitcoin, eh ben, le compte des opérations du Trésor français n'est pas habilité à recevoir du bitcoin et donc la Centrafrique va contrôler la totalité, va pouvoir maîtriser, contrôler la totalité de sa trésorerie publique. Ce qui veut dire que le plan de développement que le président Touadéra avait présenté pendant la campagne présidentielle qui se montait à 42 milliards de dollars pourra être réalisé parce qu'il n'y aura plus rien qui va aller dans le compte des opérations, tout sera contrôlé, géré par les Centrafricains. En plus, ça indique quelque chose de très très important, c'est que la Centrafrique lorgne ou si vous voulez fait la cour à d'autres types d'investisseurs que les Français. D'ailleurs, les Français, ils n'investissent pratiquement pas en Afrique ou dans l'Afrique où on parle le français. Oui. L'année dernière, seulement 0,6% de leurs investissements en Afrique se sont réalisés dans ces pays-là. Mais pourquoi ils investiraient dans ces pays alors qu'ils ont une rente de près de 500 milliards d'euros chaque année sans... Oui, tranquille, sans le moindre effort. Donc, ils n'ont pas besoin d'y investir, ils investissent ailleurs et ce qu'ils ont investi dans le reste de l'Afrique leur a rapporté juste 28 milliards de dollars, 28 milliards d'euros. Donc, il y a les actes posés par la Centrafrique, mais le Cameroun qui vient de définitivement signer des accords de coopération militaire avec la Russie qui intègrent des transferts de technologie. Mais cela était compréhensible parce qu'en fait, tout ça s'accompagne d'un certain nombre de projets économiques qui ont besoin d'être protégés. Ne l'oubliez pas, le Brésil s'est lancé dans la modernisation et le développement de son armée, mais également une intensification de l'industrie militaire dans les années 84, début des années 80, lorsqu'on a découvert et on a démarré la production du pétrole, des hydrocarbures dans sur la côte brésilienne, dans la zone de Sao Paulo. Parce qu'il faut protéger ses ressources. Vous ne pouvez pas être riche et ne pas avoir une armée bien formée, bien équipée, qui protège vos ressources. La raison pour laquelle l'Afrique a été colonisée, malgré le fait qu'elle connaissait la poudre à canon des millénaires avant, c'est parce que l'Afrique avait estimé que la poudre à canon était une chose terrible, quelque chose qui allait mener à une destruction extrêmement importante. Elle a mis la poudre à canon de côté, mais c'est grâce à ça que les bateaux ont canardé toutes nos côtes et ont lancé l'esclavage avec une telle facilité et ont, en même temps, quelques temps après, lancé la colonisation et est arrivé ici. Donc, tous ces États prennent désormais des dispositions. Et vous allez voir que si le Cameroun le fait, après avoir parrainé tout ce que la Centrafrique est en train de faire, eh bien, il est clair que pour l'Afrique centrale, le Cameroun l'ayant fait, c'est d'une certaine manière fait au nom de toute l'Afrique centrale, au moins de toute la CEMAC. Et vous regardez, tout à l'heure nous parlerons du Niger, mais pourquoi à votre avis le Niger s'intéresse à ça? Nous allons en parler une autre fois. Mais tous ces États-là, le rapprochement qu'on voit entre le Sénégal et la Russie, tous ces pays qui commencent à parler sérieusement avec la Russie, mais qui renforcent aussi leur coopération avec la Chine, et l'appel de la population, de la société civile africaine pour un resserrement des liens entre les États africains pour qu'on puisse arriver rapidement au moins à des États sous-régionaux comme les États-Unis d'Afrique centrale, les États-Unis d'Afrique de l'Ouest, les États-Unis d'Afrique australe, d'Afrique de l'Est et du Maghreb, c'est parce qu'on souhaiterait, même si les États-Unis d'Afrique arrivent dans un horizon peut-être qui n'est pas si proche, qu'on ait au moins ces États sous-régionaux, parce qu'ils ont l'avantage de constituer des blocs suffisamment denses, puissants, ayant la taille suffisante, l'envergure et le poids économique et démographique qui permettent de tenir, d'avoir des exigences particulières devant les autres nations. Mais en même temps, cela permettrait de vraiment pousser la réflexion sur la réforme de l'ONU qui, dans sa forme actuelle, est tout simplement un instrument aux mains des Occidentaux.
Merci beaucoup, Dr Yamtimba, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre parole au panafricanisme. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bonne journée à toutes et à tous.